C'est bon. Là, tu as changé la limite. Alors, on a changé la limite avec les vaisselles, mais... Ok, on va commencer. Bonjour à tous. Ok, Marie-Laure Thuret, je suis développeur chez Xebia et je suis restée en fait, sur le projet qui va vous être présenté un peu plus d'1 an. Clément Eliou, bonjour, développeur également chez Xebia et actuellement sur le projet qui va vous être présenté. Et Thierry Abalea, et je suis Technical Leader sur le projet, et je travaille à la Société Générale. Alors, donc, le projet a été développé à la Société Générale en finance de marché, et on travaille dans le département des matières premières. Donc les matières premières, il y en a de plusieurs types, ça peut être des métaux de base, le cuivre, des métaux précieux comme l'or, de l'énergie, le pétrole, ou de l'agriculture comme le café. Alors, quel est le lien entre la Société Générale et ses produits? On va le voir. Si on prend le cas d'un constructeur automobile, donc il construit des voitures, et notamment dans ces voitures, il a besoin de pots catalytiques. On a un pot catalytique de manière à pouvoir filtrer un peu les gaz toxiques. On va utiliser des métaux précieux, comme le palladium. Donc le problème, c'est, comme un peu toutes les matières premières, le cours évolue en fonction de l'offre et de la demande. Donc ça peut être lié à un contexte politique, à des grèves. Par exemple, une grève en Afrique du Sud sur une mine pour le palladium, la production se fait rare, les prix augmentent. Juste là, en 2001, vous voyez, il y a un pic. Ford, en fait, il y avait des problèmes avec la Russie au niveau politique, il n'y avait plus trop d'exportation de palladium. Ford a commencé à emmagasiner, à acheter beaucoup de palladium. Ils ont créé une bulle, ils ont arrêté d'acheter, ça s'est écroulé. Ils ont perdu $1 milliard juste en créant eux-mêmes une bulle et sans couverture. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va trouver différents acteurs. Vous avez le constructeur automobile, vous allez avoir la mine. Évidemment, le constructeur automobile ne traite pas directement avec la mine. Il va passer par une compagnie dont c'est la charge d'aller acheter et de vendre. Et puis, il va y avoir un autre acteur, c'est la Société Générale, ici, qui va permettre en fait de couvrir des risques d'évolution des prix. Donc concrètement, aujourd'hui, je suis constructeur, je veux acheter 1 tonne de palladium dans 1 an parce que derrière, je veux évidemment pouvoir garantir des coûts de production. Je ne veux pas que mes prix changent à chaque fois que le marché évolue. Aujourd'hui, je passe un contrat avec la Société Générale. Donc c'est un contrat papier qui dit qu'en gros, j'achète au cours d'aujourd'hui 1 tonne de palladium. Quelques mois plus tard, dans 1 an, j'achète mon palladium, il est peut-être plus cher. Mais du coup, le fait que j'ai un contrat avec la Société Générale et un prix auquel j'ai convenu initialement, je suis capable, si les prix ont évolué, en gros, d'avoir la Société Générale qui me donne un peu la différence. La Société Générale ne va pas prendre le risque, elle, de couvrir la volatilité des prix. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle aura d'autres acteurs qui, eux, au lieu d'acheter, vont vendre. Et du coup, elle pourra en faire porter le risque comme cela. Alors concrètement, aujourd'hui, sur les matières premières, c'est essentiellement à la voix. Les clients vont aller contacter un commercial chez nous pour aller faire ce type de contrat. C'est des contrats, pour la plupart, relativement simples. Donc l'idée, c'est le client contacte le commercial, le commercial va voir avec un trader de la Société Générale, obtenir un prix, qui lui-même en fait l'obtient à travers en fait la bourse qui donne le cours des matières premières. Du coup, le sales peut donner un prix. Si le client est d'accord avec ça, il passe une transaction. Et puis le sales, il va être en charge d'aller mettre dans des systèmes, en gros, le deal dans le système de booking pour gérer la comptabilité. Donc le but, c'est d'automatiser le processus, d'avoir aussi plus de facilité pour le client en offrant derrière une plateforme sur laquelle il pourra avoir des flux de prix en continu et acheter quand il a envie.
Alors du coup, ce qu'on a développé, c'est l'orchestrateur. L'orchestrateur, lui, il est en charge de prendre les demandes de clients. Donc on verra, il y a un client web pour faire ces demandes-là. Et l'orchestrateur, en fait, il va gérer toute cette demande de prix et d'exécution. Donc il va accéder au pricer, c'est en gros le système qui permet d'obtenir les prix que le trader utilisait. On va avoir, du coup, puisqu'il n'y a plus d'humains, on va avoir une vérification des limites de trading du client. Suivant tel ou tel type de client, il y aura des limites sur lesquelles on est prêt à traiter avec eux. On va avoir un système de marge. Hein. On va prendre un pourcentage pour le traitement. Et puis, automatiquement, si le client exécute le prix, on va pouvoir aller booker le trade au niveau du booking. Et la partie hedger, c'est pour que la Société Générale se couvre du risque que les prix changent. Donc, notre but, on peut voir ça comme un workflow, c'est d'orchestrer tout ça. Donc, voilà un screenshot de la plateforme aujourd'hui qu'on propose. Nous, on n'a pas développé cette plateforme web, mais on a développé vraiment l'orchestrateur derrière. Alors, les contraintes. On a des contraintes, évidemment, de fiabilité, de résilience à la panne, de performance, plutôt en termes de faible latence que de débit important. Et puis, des contraintes, évidemment, de pouvoir avoir un bon time to market, de pouvoir développer, ajouter de nouveaux produits à un bon rythme. Vous allez me dire, c'est à peu près les contraintes de tout le monde, c'est vrai. Et on a choisi notre solution, on va dire notre motto, la simplicité. Alors, simplicité, tout le monde dit, bon, évidemment, il faut faire simple. Attention à quand même, moi je fais bien une différence, on fait bien une différence entre simple et facile. Il est facile d'aller choisir un outil qu'on connaît, un langage qu'on connaît, ça peut être un bon choix. Faire simple, c'est autre chose. Faire simple, c'est par exemple séparer les préoccupations. Je sais pas, l'aspect sécurité, monitoring, logging, ou même des concepts métiers, de bien les séparer, de façon à ce qu'il y ait une meilleure compréhension et qu'on puisse développer. Donc simple, ça peut être difficile. Et du coup, nos choix, ils ont été vraiment orientés à métier. Métier pour, en gros, avoir entre l'aspect fonctionnel, les échanges qu'on peut avoir avec les différents acteurs du projet, le moins d'impédance entre la partie fonctionnelle et le code. On parle tous un même vocabulaire, on comprend tous la même chose sur les fonctionnalités. Pour prendre un exemple, on a un composant d'orchestration qui va définir en gros un peu le flux des échanges qu'on va avoir. Et donc pour cela, donc ça c'est un screenshot issu de notre système de monitoring. C'est automatiquement mis à jour quand on modifie notre orchestration. On ne va pas devoir développer quelque chose en plus sur la partie monitoring, ça c'est déjà fait. Et du coup ça reflète vraiment ce qu'il y a au niveau du code. Donc ça représente une machine à état. En gros, concrètement, les petites ellipses, c'est l'état du système à un moment donné, l'état de la transaction. Par exemple, je suis en train d'envoyer un flux de prix. On a des transitions entre les états. Là, on ne le voit pas très bien, mais je vais zoomer. On va en fait avoir des événements métiers qui vont permettre de désactiver l'état précédent lorsque l'événement se produit, et d'activer le nouvel état. Et on exécutera des actions à l'activation d'un état donné. Donc à tout moment, on est capable de bien suivre ce qui se passe au niveau du système. Et pour ça, on n'a pas eu à utiliser de moteur de workflow. Il s'agit simplement, on a développé en Java, de quelques classes Java relativement simples qui nous permettent d'avoir quelque chose de simple, qui donne une bonne compréhension et qui correspond au métier. Ça, c'est juste pour donner une idée après de la complexité qu'on pourrait avoir. Imaginez si vous devez faire ça à coup de if, je suis dans tel état, faire ceci, la complexité qu'on pourra avoir. Bon, les machines à état, hein, c'est assez vieux, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des protocoles, mais ça peut être efficace aussi pour gérer la complexité métier. Je passe la main à Clément.
Alors moi je vais vous parler d'event sourcing et de DDD et surtout comment on l'a mis en place dans Multiplus et ce qu'on en a tiré. Alors je vais faire quelques rappels parce que je ne sais pas du tout quelle est votre approche de ça. Donc une définition de l'event sourcing donc, par Martin Fowler qui est assez connu, qui a pas mal écrit sur le sujet. Donc l'idée de l'event sourcing en fait ça va être de représenter une application non pas comme un état courant mais comme une suite de changements qui nous ont amenés à un état. L'exemple le plus simple de ça, c'est votre compte bancaire. Hop. Ça va être temps. Voilà, c'est votre compte bancaire. Votre compte bancaire, on ne va pas seulement vous présenter votre solde à un instant courant. Vous voulez savoir tout ce qui s'est passé auparavant et les lignes d'écriture au débit, au crédit qui vous ont permis d'arriver à cet état. L'event sourcing, c'est aussi simple que ça. On va partir d'un état courant qui va être votre compte en banque qui est à un moment donné à 0 € et puis vous allez avoir un dépôt qui s'est fait et qui va modifier l'état de votre application, qui va avoir un nouvel état. Et vous allez faire ça plusieurs fois dans le temps, donc avec des retraits, des dépôts, et à chaque fois on va muter l'état avec un événement. Donc l'événement c'est quelque chose qui est passé, qui ne change pas, et vous allez pouvoir avoir de grands avantages avec ça. Vous allez en fait avoir une facilité à faire de l'audit et à faire du débugage. Je vais y revenir. Plus formellement, l'event sourcing c'est ça. On va avoir des commandes. Alors des commandes, ça vient de l'extérieur. C'est des requêtes de changement. Ça exprime l'intention d'un utilisateur. Et sur ces commandes, on va appliquer une fonction de décision qui va permettre de dire qu'est-ce que je dois faire quand je reçois telle ou telle commande. L'application de cette fonction de décision, elle va produire des événements, d'où le nom d'event sourcing. Et ces événements, ils vont être stockés. Alors soit de manière persistante, soit en mémoire, après ça dépend les choix et ce qu'on veut faire. Et ils vont être publiés pour pouvoir faire des effets de bord. Les effets de bord, ça va être par exemple renvoyer des messages vers des systèmes externes. Et puis, ces événements, une fois qu'ils sont produits, donc ils sont passés, on va les appliquer à l'état courant, donc avec la fonction d'évolution, et ça va produire un changement d'état qui peut, à son tour, résulter en l'application de la fonction de décision. Donc il y a deux points importants dans ce schéma, c'est la fonction de décision et la fonction d'évolution. On va voir tout à l'heure qu'on va y revenir. Donc je disais que l'event sourcing c'était pratique parce que ça permet de faire de l'audit et de débugger assez facilement. Vous allez pouvoir refaire du rejeu, ce qu'on appelle du rejeu, c'est-à-dire reconstruire l'état de votre système à un moment donné. Vous allez sauvegarder les événements, donc vous êtes capable de le faire. Donc si on reprend notre exemple, vous allez pouvoir comprendre pourquoi à un moment donné, par exemple, vous avez eu un bug quand vous avez appliqué cet événement de retrait de 20 €. Donc vous allez pouvoir rejouer tout ça et débugger pas à pas. Autre avantage, toujours sur le même exemple, vous allez pouvoir faire de la projection. C'est-à-dire que vous avez fait des dépôts, des retraits dans le passé, et vous allez pouvoir vous dire, à un moment donné, si je n'avais pas fait ce retrait de 20 €, mais si j'avais fait un retrait de 30 €, quel aurait été l'état de mon système? Donc vous avez vraiment la capacité de faire ce que vous voulez en rejouant, et c'est plus facile d'agréger en fait plusieurs éléments en un seul, que de repartir par exemple du solde de votre compte et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé auparavant. Pour ce qui est du domaine driven design, je vous passe un peu la définition toujours de Martin Fowler. L'idée du domaine driven design, c'est une manière de penser plus qu'une méthode ou une technique. C'est vraiment une manière de penser. Et l'idée, c'est comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est de projeter le métier partout, dans l'application, dans la technique, et de partager la richesse, la complexité d'un métier entre les personnes PO, BA, Dev. Tout le monde doit avoir la même compréhension. Nous, on n'a pas tout utilisé du DDD, je vais revenir là-dessus, donc je vais rapidement faire un rappel sur les termes qu'on a utilisés. Le principal, c'est Ubiquitous Language. C'est vraiment un vocabulaire partagé. Quand on parle, je ne sais pas, de pricer, qu'on soit BA, qu'on soit PO, qu'on soit trader, qu'on soit dev, on doit avoir la même définition. Et surtout, on ne doit pas avoir d'ambiguïté dans les termes. On essaye de ne pas utiliser deux termes pour la même chose. C'est vraiment important qu'on comprenne tous le métier de la même manière. On va avoir des concepts un petit peu plus techniques. Les entités, ça va être des objets qui vont avoir une identité et un état. C'est l'idée que ça dure dans le temps, par opposition à des value objects qui, eux, sont égaux par valeur. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez deux billets de 5 €, pour vous et moi, ce sont des value objects, parce que deux billets de 5 €, ils ont la même valeur. En revanche, pour la Banque de France, ce sont des entités, parce qu'ils ont un numéro de série, et que pour la Banque de France, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est un petit peu la subtilité entre les deux. On va également avoir des aggregates. Donc les agrégats, ça va être en fait des unités de cohérence sur nos objets du métier. Un exemple, c'est le compte en banque. On ne vous donne jamais la possibilité
d'accéder directement au solde de votre compte en banque ou directement à une ligne d'écriture. Ça n'a pas de sens. On vous dit, il y a une unité de cohérence qui est le compte bancaire et on rentre toujours par l'unité de cohérence. Donc on ne peut accéder à cette unité de cohérence que par la racine, ce qu'on appelle aggregate root, qui sera dans cet exemple le compte bancaire. Et puis le repository, ça va être un médiateur pour accéder aux données. Par exemple, si vous stockez vos agrégats, on passera par ce composant pour y accéder. Pourquoi faire du DDD? Alors le DDD, c'est des concepts qui vont vous pousser à faire ce qu'on appelle des clean architecture, à faire de la séparation de préoccupations, à aller vers des principes solides, et avoir une application en fait qui est évolutive. Et qui est évolutive en repoussant au maximum tout ce qui est volatile, tout ce qui est friable, donc la technique loin du métier. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est pérenniser le modèle métier, particulièrement quand votre modèle métier, quand votre métier, il est riche ou complexe. C'est-à-dire que si vous faites une simple application qui lit des données en base et qui les affiche dans une GUI, ça n'a pas d'intérêt démesuré de faire du DDD. Il faut savoir placer le curseur en fait entre la complexité de votre métier et ce que vous appliquez du DDD. Donc dans notre cas, on a un métier qui évolue pas mal, mais qui n'est pas non plus démesurément complexe, donc on n'a pas tout appliqué du DDD à la lettre. On a pris ce qui nous semblait approprié. Alors, comment tout ça s'est appliqué dans Multiplus? On va reprendre un exemple en fait entre le client et le pricer. Donc le pricer va envoyer des prix au client qui vont lui être communiqués. Donc l'idée, c'est qu'on reçoit une commande, donc c'est de l'impératif, ça exprime l'intention utilisateur, ça vient de l'extérieur, et donc ça arrive au niveau de la fonction de décision. Notre logique métier, elle est ici, dans notre composant Multiplus, qui va donc appliquer la fonction de décision sur la commande qui est reçue, et en résultat, on aura un événement qui sera produit. L'événement, il est publié sur un event bus, donc on va dire que c'est un composant, middleware, et tout ce qui est publié sur l'event bus va arriver en fait à l'orchestration que vous a présenté tout à l'heure Thierry. Alors l'orchestration, je reviens dessus, elle a des états et elle a des événements métiers qui vont dire sur un état, j'ai cette transition qui fait que lorsque l'événement métier va se produire, je vais désactiver cet état, je vais activer celui-ci. Et du coup, vu que l'orchestration connaît tous les événements qui sont publiés sur l'event bus, ça va faire le lien entre cet événement métier et l'événement associé dans l'event bus. Et du coup, quand elle va désactiver l'état code requesting et activer l'état quoting, sur l'état quoting, on a défini une action, un entry action, c'est-à-dire lorsqu'on rentre sur l'état. Une action, simplement, c'est une commande interne. C'est une commande. On a simplement appelé ça action pour donner un peu de sémantique, pour dire que c'est une commande interne, mais c'est la même chose. Donc là, l'orchestrateur va nous dire, bah voilà, quand je reçois un prix, l'action suivante, la commande suivante, ce que je veux faire, c'est transférer ce prix au client. On réapplique de nouveau la fonction de décision, on publie un nouvel événement sur l'event bus, et puis on va avoir cette fois-ci un handler qui va écouter ce type d'événement sur l'event bus et qui va le transférer à notre système externe qui est le client. Donc on a la fonction de décision ici, et on a la fonction d'évolution qui se fait quand on applique l'événement par la suite, je vais y revenir. Ça, c'est pour la partie event sourcing. Pour la partie DDD, on a la notion de transaction dans Multiplus. La notion de transaction, en fait, c'est l'évolution de la RFS, donc la demande de prix du client, tout au long des échanges qu'on peut faire avec les différents systèmes. Donc le trading limit pour savoir s'il peut demander des prix, le pricer, tous nos différents systèmes externes. Donc ça, c'est une transaction et ça va représenter notre agrégat qui va pouvoir déléguer les traitements aux entités qui la constituent. Ici, nous, on a des entités par, on va dire, partie de transactions, notamment le pricing, donc c'est toute la partie je demande un prix, je reçois des prix, etc. La partie exécution, c'est là j'achète ou je vends à un certain prix. Et l'orchestration, en fait, va faire partie de cette entité. C'est comme ça qu'elle va pouvoir recevoir, entre autres, différents événements. Donc tout ça, ça fait partie de notre entité, notre agrégat, pardon. Et à côté de ça, on va avoir nos commandes et nos événements qui vont être des value objects. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués de toutes les données qui leur sont nécessaires pour qu'ils puissent être appliqués ou traités par la fonction de décision, mais ils n'ont pas d'identité propre. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ensemble de la logique métier Multiplus, appliquée par Multiplus, elle se situe dans notre aggregate. Et uniquement là, elle est isolée là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a appris en appliquant l'event sourcing et le DDD? Alors tout d'abord sur l'event sourcing, on a appris à faire attention au command sourcing. Alors le command sourcing, c'est un terme qui a été utilisé par Jérémy Chassin.
dans pas mal de présentations d'event sourcing, on ne va pas forcément sauvegarder la même chose. Et il y a notamment certaines présentations qui proposent de sauvegarder les commandes. Et sauvegarder les commandes, ça va nous poser deux problèmes majeurs. Premier problème, admettons qu'on a notre logique métier multiplus et sur les prix qu'on renvoie au client, on va appliquer une marge donc de 1% pour gagner un petit peu sa vie. Donc quand on a une commande qui arrive, par exemple avec un prix 100 € donné par le trader, au 1er juin, on applique la logique métier et du coup, on va rajouter une marge de 1% sur le prix qui va être transféré au client. Maintenant, pour X ou Y raison, admettons qu'au 1er novembre 2015, la marge elle soit passée à 2%. Et puis, on a eu, je ne sais pas, un crash, une machine qui est tombée, etc. On veut rejouer les commandes qu'on a eues dans le passé. On a cette capacité-là. Donc, on va rejouer notre commande du mois de juin. Et là, qu'est-ce qu'on va appliquer dans la fonction de décision? On va appliquer la nouvelle marge de 2%. Et là, du coup, vous allez fausser votre historique, vous allez modifier le passé. Et c'est bien sûr pas du tout acceptable. Autre problème, alors, avant le deuxième problème, une manière de régler ça, c'est de traiter l'élément variant en fonction du temps. Donc c'est le seul slide de code que vous verrez de la présentation, je vous rassure. Donc du coup, vous allez dire, si je suis avant le 1er novembre 2015, alors j'applique tel taux, après tel taux. Et vous allez faire ça pour plein d'éléments, parce que des éléments variants comme ça dans le métier, il y en a énormément. Donc du coup, vous allez avoir une complexité qui va exploser au niveau du code. Et la maintenabilité, ça va devenir un petit peu la fête. Autre problème, c'est les effets de bord, ce qu'on envoie à nos clients. Quand je reçois ma commande au mois de juin, par exemple, tout se passe bien, c'est publié, donc ça c'est, voilà, l'orchestrateur me renvoie à l'action, et j'envoie à mon client. Donc mon client, il reçoit une première fois mon prix. Maintenant, si je fais mon rejeu, donc j'essaye de reconstituer mon état, je repars de la base, je rejoue toutes les commandes, qu'est-ce qui va se passer? Donc je rejoue tout, mes actions, mes événements, et là mon handler, il renvoie toujours la même chose à mon client. Donc mon client, il va recevoir 2 fois la cote. Donc 2 fois le prix. Et qu'est-ce qu'il va faire mon client à ce moment-là? On ne sait pas. On ne sait pas si le client il est idempotent, s'il sait gérer ça correctement. On ne sait pas s'il va faire un bug parce qu'il va prendre 2 fois notre prix. On ne le sait pas et on ne peut pas l'assurer parce que c'est un système externe sur lequel on n'a pas la main. Une solution qu'on voit souvent là-dessus, c'est de rajouter un composant entre les handlers et les clients externes, qu'on va appeler généralement une gateway, qui va nous dire dans le cas nominal, je laisse passer le prix, et dans le cas où on est dans un système de rejeu, donc il faut avoir cette conscience qu'on est en train de rejouer le passé, de reconstituer notre état, et bien il faudra dropper le prix. Donc vous voyez que c'est un composant en plus, donc du code en plus à maintenir, à déployer, et être capable de savoir dans quel état on se situe, si on est en train de rejouer ou pas. Donc la solution à tout ça, elle est entre guillemets assez simple, c'est de non pas stocker les commandes, mais stocker les événements qui sont produits par la fonction de décision. On va reprendre des exemples tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc on retourne au mois de juin, où la marge est de 1%, je reçois ma commande, je l'applique, et du coup, je ne vais plus stocker cette commande en entrée, mais je vais stocker l'événement qui a été produit, où la marge est appliquée à 1%. Et du coup, au mois de novembre, quand je suis en situation de rejeu et que je ne rejoue pas mes commandes, je rejoue mes événements, et j'ai aucun problème parce que la marge à 1%, elle est déjà capturée dans cet événement qui est passé, qui ne peut plus être modifié. Donc le premier problème, il est résolu. Le deuxième problème, c'est la même chose. Quand on joue la première fois, tout se passe normalement. Et la deuxième fois, ce que l'on va rejouer, ça ne va pas être les commandes, ça ne va pas être les actions, ni même la publication sur l'event bus, on va juste appliquer l'événement qui s'est passé. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 fonctions, la fonction de décision et la fonction d'évolution. La fonction de décision, dans ce cas-là, elle ne va pas être rejouée, parce qu'on ne va pas rejouer les commandes et les actions. On va simplement rejouer la fonction d'évolution qui fait muter l'état de notre application. Et on part juste de l'état initial, on applique tous les événements, et comme ça, on revient à l'état final. Et on n'a pas d'effets de bord qui sont joués, donc pas à gérer les systèmes externes. Autre point important, c'est du passé. Ça paraît tout bête à dire, mais le passé, ça ne se modifie pas. Exemple, quand votre banque, elle se trompe et qu'elle vous débite 30 € ou plus à tort, elle ne vient pas modifier une ligne d'écriture dans le passé ou supprimer la ligne. Non, non, elle fait une compensation. Donc, elle compense les choses.
il y a des auteurs qui proposent de faire du reversing d'event, donc inverser des événements, et c'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut connaître l'état précédent, l'événement que vous allez créer. Ça fait un code beaucoup plus difficile à maintenir, et principal inconvénient, vous modifiez le passé. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus assurer que ce que vous allez auditer ou ce que vous allez débugger, c'est réellement passé. C'est possible qu'il y ait une zone de flou où vous ayez supprimé ou modifié quelque chose. Et je laisse du coup la parole à Marie sur le VD. Ok, donc on vient de vous présenter du coup le event sourcing, le DDD, mais il y a un autre point sur lequel en fait on a vraiment voulu accentuer l'effort sur le projet quand on l'a démarré, c'est les bonnes pratiques de dev. Et plus particulièrement le Behavior Driven Development. Pourquoi? Parce que si on veut être finalement réactif et qu'on veut pouvoir développer rapidement, c'est mieux de le faire sur une base de code saine. Donc le Behavior Driven Development, donc BDD, ça sera plus simple pour moi pour en parler, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de ramener autour d'une même table 3 acteurs typiques d'un projet. Donc le métier, les développeurs et les testeurs. Et les faire collaborer en fait à l'émergence de spécifications. Si vous prenez un système traditionnel, ces acteurs-là, ils ont tendance à travailler les uns après les autres. D'abord, vous avez le métier qui va rédiger des specs par rapport à un besoin, qui va transmettre ça à un développeur, qui va se débrouiller pour essayer de comprendre ce qu'il devait faire, probablement parfois mal, du coup il va faire des bugs. Et puis il va donner le logiciel à un testeur plus tard, qui sur la base des spécifications en amont, va essayer de tester tout ça. Donc ça, c'est pas une bonne chose, ça marche mal. Donc vraiment, le BDD, c'est mettre ces 3 acteurs autour du même table. Pourquoi on dit aussi Specification by Examples? Parce qu'en fait, quand on écrit ces specs, aussi appelés scénarios, on se focus sur des exemples clairs et précis qui permettent à chacun en fait, de comprendre. Si vous avez l'habitude de specs, on va dire classiques, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de description un peu à la Wikipédia, où le développeur, il doit aller piocher les 10% d'informations qui l'intéressent, et au milieu de tout un tas de bruit. Donc ça, pareil, pas une bonne chose. On a aussi un concept qu'on vous a présenté avant, qui est l'ubiquitous language. Très important, c'est faire émerger en fait un vocabulaire commun, compréhensible par tous, parce que du coup, ça facilite vraiment la communication. Et enfin, en fait, le but ultime du BDD, on va dire que c'est l'automatisation de ces scénarios. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez écrits, vous faites en sorte que votre application les fasse passer. Donc ça, c'est le but ultime. Premier avantage de faire du BDD, vous êtes sûr que vous allez livrer le bon logiciel qui répond à des besoins, aux besoins attendus. Deuxième avantage, c'est qu'avec tous ces scénarios que vous avez écrits, il faut quand même qu'ils aient une utilité. Donc ils vont vous servir de doc. Et cette doc, elle va être vivante dans le sens que, comme votre application l'instrumente, à tout moment, en fait, vous garantissez que ce qui est écrit et décrit fonctionnellement est bien ce que votre application produit en réalité. Contrairement à un système, on va dire, classique, où des specs sont rédigés sur un Word, ce Word, il a probablement eu plusieurs mises à jour, des versions A, B, C. Et en fait, vous n'êtes jamais vraiment certain que ce qui est décrit dans ce doc-là, c'est bien ce qui se retrouve en prod sur votre application. Puis nous, on l'a vu sur notre projet. La vie d'un projet, c'est quoi? C'est des développeurs qui arrivent, des développeurs qui partent. Et tout le but, c'est que le développeur qui arrive, il monte en compétences très rapidement. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, lui, il a un point d'entrée. Il a toutes les features métiers au même endroit et il voit directement en fait, le code qui est nécessaire pour les exécuter. Donc il y a vraiment un lien fort entre ces 2 briques. Puis vous aussi, quand plus tard, vous revenez sur une feature qui a plus de 6 mois, voire 1 an, vous êtes bien content de les avoir. Ça vous donne un point d'entrée assez simple. Alors attention, faire du BDD correctement, c'est loin d'être facile. En fait, il y a plusieurs pièges dans lesquels nous, on est personnellement tombés. Alors, il y a plusieurs catégories de pièges. La première, on va dire qu'elle est plutôt humaine, c'est-à-dire que votre métier ou vos développeurs n'ont pas forcément envie d'en faire, préfèrent travailler chacun dans leur coin, donc ça prend pas trop. Donc ça, c'est plutôt un problème de collaboration, un problème humain. Deuxième type de problème, ça va plutôt être dans l'écriture des scénarios en eux-mêmes, qui vont être soit trop techniques, parce qu'on a toujours cette tendance à vouloir parler technique, soit la feature est trop diluée, c'est-à-dire qu'il y a trop de bruit, on ne comprend pas trop de quoi il est question. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le dernier point, c'est l'automation nightmare. Donc, l'automation nightmare pour finalement cette difficulté d'automatiser, d'écrire des tests basés sur ces scénarios. Pourquoi ça m'intéresse aujourd'hui? Plus particulièrement, c'est comme ça on va pouvoir parler un peu d'architecture. Mais avant ça, pourquoi c'est difficile d'écrire des tests sur une application? Tout simplement parce qu'elles sont souvent complexes. On a des bases de données, des middleware orientés messages. Tout ça, ça nécessite du code d'intégration. C'est parfois, du coup, souvent lourd. Et puis, on a, en tant que développeur, cette fâcheuse tendance à aller mettre des règles métiers un petit peu partout, disséminées dans le logiciel. Et ça, du coup, ça fait que ces règles métiers, elles sont dures à tester.
et que même si on y arrive, en fait, comme on a mis en place tellement de briques techniques au niveau du test, c'est lent. Et quand c'est lent, bah, c'est chiant. Enfin, faut se le dire, mettre 45 minutes pour faire passer tous les tests métiers, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est un feedback rapide. Il faut que ça passe vite. Donc, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser un pattern d'architecture qui s'appelle l'architecture hexagonale. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été inventé le terme par Alistair Cockburn il y a déjà quelques temps. Et depuis, en fait, d'autres personnes ont repris en fait, l'idée sous des noms un peu différents. Donc, vous entendrez peut-être parler de clean architecture, d'onion architecture, de port et d'adapteur. Au lieu d'avoir un hexagone, ça aura un rond. Mais fondamentalement, c'est toujours le même concept. Ce concept, c'est quoi? C'est de distinguer vraiment deux parties. Donc, une bulle du domaine, qui est agnostique de toute technique. Et autour, en fait, une couche d'adaptation. Donc, en réalité, plusieurs adapteurs en fonction, du coup, de vos communications ou de vos frameworks utilisés. La communication entre ces deux couches, elle se fait en fait via les ports. Nous, sur Multiplus, on a bien choisi de faire le distinguo entre un port qui est en gros utilisé pour une entrée, donc une requête qui arrive par exemple, on appelle ça un inbound, d'un port qui est utilisé pour une sortie, bah, typiquement écrire dans une base de données, que nous on va appeler ça un outbound. Et si vous regardez en fait les flèches, elles pointent tous vers le domaine. Alors vous allez me dire, c'est bizarre quand même parce que des fois on a besoin de sortir. Sauf que c'est fait totalement exprès. Cette couche-là ne doit avoir aucune connaissance de tout ce qu'il y a à sa périphérie. Donc si la flèche pointe vers l'intérieur, c'est bien normal. Et en fait, on va faire ça comment? En utilisant des interfaces. C'est-à-dire qu'ici, le domaine, les classes qui ont besoin, on va dire à un moment donné, de faire de la persistance, elles vont passer par une interface l'indiquant, mais elles n'auront aucune connaissance réelle de l'implémentation. C'est la partie adapteur qui va se charger d'implémenter du coup cette interface. Et on va dire le câblage de toutes les classes ensemble se fera au moment du bootstrapping de votre application, où là vous direz j'injecte tel implème dans telle interface. Utiliser un pattern d'architecture hexagonale, ça a plusieurs avantages. Premier, la testabilité, comme j'en ai parlé. Si on reprend le diagramme ici, sur Multiplus, nous, nos scénarios BDD, quand on les instrumente, on part directement d'un inbound et on injecte du coup une request et on va aller vérifier ce qui s'est passé dans la outbound, par exemple une conversion de requête. Mais ce n'est pas le seul avantage. L'autre avantage, c'est la flexibilité. Imaginez, vous discutez avec une appli depuis quelques années qui fait du SOAP, comme ça peut arriver aujourd'hui assez couramment. Cette appli, elle s'est dit, ouais, le SOAP, c'est plus très mode, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire une petite API REST. Du coup, là, au lieu d'aller changer un peu partout dans votre application, si par mégarde, vous avez fait fuiter en fait, la technique un peu partout, vous changez juste la couche d'adaptation et c'est réglé. Donc ça, c'est hyper pratique pour pouvoir évoluer rapidement. Et puis, si on a envie de faire, du coup, de changer de techno pour X ou Y raison, c'est possible. L'autre avantage, c'est que c'est business-centric dans le sens où, comme je vous l'ai dit, le domaine, c'est uniquement une couche en isolation. Du coup, vos use cases métiers, ils sont tous au même endroit et ça facilite leur compréhension. Autre avantage de cette démarche, c'est que vous pouvez en fait commencer à coder toute la partie business, tout ce qui fait produit de la valeur, et en fait déférer, donc c'est-à-dire retarder le choix, par exemple si vous avez besoin de persister, le choix de la database que vous allez utiliser pour le faire. Et pourquoi c'est intéressant de déférer ce choix, c'est qu'en fait, vous allez avoir plus d'informations, parce que vous avez commencé réellement à coder du coup, vos features. Vous avez plein d'infos, vous savez quelle sera la base de données adaptée à votre besoin, plutôt que d'avoir fait ce choix au tout début d'un projet quand on n'a juste aucune info, aucun besoin. Donc là, c'est en fait une screenshot de notre appli pour vous montrer comment tous ces concepts se traduisent en termes de structure. Et si vous regardez bien, en fait, en faisant un zoom, contrairement à la plupart, on va dire, des projets où si vous utilisez par exemple un framework web, vous allez retrouver le fameux package controller, le fameux package view. Nous, on a vraiment fait le choix de faire une emphase sur la partie métier. Donc, c'est dommage du coup que le zoom on ne voit plus, mais notre package root, c'est notre orchestration qui est notre composant principal. Et après, vous allez retrouver du coup toutes nos features business. Donc là, le pricing, dont vous a parlé Clément par exemple. Et enfin, quand on rentre dans ces packages-là, on retrouve nos éléments plutôt d'architecture, donc les actions, les commandes, l'inbound. Donc tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Même si vous avez une structure parfaite, vous pouvez quand même, derrière, vous prendre pas mal de problèmes au niveau de l'automatisation. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance à vouloir faire des tests un peu très macro. C'est-à-dire que vous traversez plein de couches,
mais pas, donc là, cette fois, ce sera plus des couches techniques, mais plutôt plein de fonctionnalités différentes, puisque tout est un peu entremêlé en général sur un projet. Donc là, la bonne pratique à faire, et c'est celle qu'on a choisie quand on s'est rendu compte qu'on n'allait pas dans la bonne direction, c'est vraiment de respecter la pyramide des tests et de choisir des bons niveaux de granularité. Et donc nous, typiquement, on a 3 niveaux. Donc l'unitaire, là sur vraiment une règle de calcul, donc là ça s'instrumenterait une classe vraiment unitaire. Le niveau feature, où là on est plutôt sur par exemple, on a une request en entrée, on va regarder la sortie. Donc si on reprend les packages qu'on vous a montrés avant, c'est des classes, c'est par exemple le package margin, ce sera des classes, toutes ces classes-là qui seront instrumentées, pas tout le reste. Et puis on a la partie workflow, où là c'est vraiment tout notre workflow, mais c'est quelques tests, c'est juste pour pouvoir du coup exprimer l'ensemble du workflow. Du coup j'enchaîne, c'est bien, c'est compris, j'ai pas tout. J'enchaîne sur l'autre topic. Donc là, une citation de Sartre, en fait ça fait écho à quoi? Tout simplement en fait, on s'intègre avec plein d'applications, je suppose comme la plupart d'entre vous ici aujourd'hui, et souvent ça peut être problématique parce que les autres, typiquement, on ne les maîtrise pas forcément. Alors nous, pour expliquer ça, notre process en fait, de développement, c'est quoi? C'est les développeurs, quand ils ont fini une feature, ils pushent sur un repo Git, la continuous delivery tourne, la plateforme d'intégration continue tourne, tous les tests sont joués et ça déploie automatiquement sur un environnement de dev. Ce qu'on a envie ensuite, c'est que notre billet puisse faire rapidement ces tests pour pouvoir valider que ce qu'on a développé, c'est correct. Typiquement, en plus on a une application qui s'intègre avec beaucoup d'autres composants, on n'a pas de GUI. Si on voulait faire ça naturellement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on déploie ça sur un environnement d'intégration, qu'on connecte ça avec toutes les autres applications avec lesquelles on travaille. Et ça, en général, ça ne marche pas, parce qu'il y a tout le temps une application qui est tombée, qui n'est pas là. Du coup, en fait, le billet, il a 2 heures dans la journée encore pour pouvoir tester. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est créer des fakes. Donc, les fakes, c'est quoi? C'est tout simplement une imitation des applications avec lesquelles on cause. Donc, ces fakes utilisent strictement les mêmes protocoles. Donc, typiquement, s'il y a des web services SOAP qui sont exposés, ce sera du SOAP. Si ça utilise du TIPCO, ce sera du TIPCO. Vraiment, c'est une imitation. Sauf qu'on a rajouté dessus une petite GUI qui nous permet très facilement de tester un peu tous les comportements qu'on veut. Là-dessus, on a aussi rajouté une couche de comportement par défaut, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller tout picouiller un peu à droite à gauche quand on veut juste tester une RFS. Là, ce que vous voyez, c'est une capture en fait, de la GUI, qui est la GUI cliente que vous avez vue au début, en fait, là où il y avait les carrés, des demandes de prix. Donc ça, c'est l'équivalent pour nous, pour nos tests. Et en l'occurrence, c'est aussi vachement pratique pour les développeurs, de pouvoir faire des tests comme ça rapidement. Alors, on ne s'est pas arrêté là, parce que ce fake, en fait, on a développé une petite API REST pour le développer. Et du coup, on a réutilisé cette API REST pour câbler en fait, quelques tests d'intégration qui, eux, sont automatisés et tournent du coup à chaque commit des développeurs et qui nous permettent de garantir qu'on n'a pas du coup cassé quelque chose au niveau de l'infra technique. Deuxième point dans l'enfer c'est les autres, c'est les contrats. Alors moi, c'est un truc sur tous les projets sur lesquels j'ai été, c'est toujours un peu galère, quoi. Ces notions de contrat entre 2 applis. Souvent, c'est mal fait. On laisse ça à quelqu'un qui n'est pas forcément développeur, donc qui ne voit pas trop les impacts derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'on crée une complexité accidentelle. Donc l'exemple le plus basique pour ça, c'est là où vous avez des valeurs finies, vous vous retrouvez à mettre une string, vous devez vous gérer plein de cas un peu à la noix derrière, ou un nombre. Pareil, le nombre, ça c'est une string, c'est facile, la string. Puis après, vous devez vous gérer tous les cas un peu tordus. Ça, c'est des cas simples, mais il y a plus compliqué que ça. Donc, faites vraiment en fait, attention à ces contrats. Il faut éviter de se créer soi-même des problèmes. Et enfin, un mot sur les schémas. Il faut savoir que quel que soit le protocole de serialisation que vous allez utiliser, il y a forcément un schéma. S'il n'est pas explicite, il est implicite. Si on prend le cas du JSON, il n'y a pas de schéma, mais en fait, fondamentalement, il est plutôt implicite. Ça paraît pertinent d'utiliser du JSON quand on a une interface web et avec derrière un petit back-end. Là, il n'y a évidemment aucune raison de ne pas le faire. Par contre, quand on communique de serveur à serveur, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça par rapport à un protocole de serialisation qui, lui, a un schéma, qui, du coup, pour un développeur derrière, en fait, ça lui garantit le message qui transite. C'est explicite, on a le contrat, alors que sur de l'implicite, c'est forcément le client qui va essayer de le découvrir, il va falloir qu'il y ait une doc, enfin voilà. Vraiment se poser la question, quel est le choix le plus approprié à mon besoin?
Et je crois que... Ok. Donc alors, on vous a présenté tout un tas de choses, de concepts. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a mis en place comme techno? Parce qu'à un moment, on est développeur et on a besoin de techno. On a développé ça en Java. On a Dagger, c'est pour faire l'injection de dépendance. À la limite, certains diront on aurait même pu faire sans et faire l'injection de dépendance. Donc il faut mettre ça en parallèle avec un Spring, on va dire Core. On a du Guava, faire un tout petit peu de fonctionnel et encore, en passant à Java 8, Guava fait un peu moins d'intérêt. Et c'est tout. Pas de framework pour la state machine, quelques classes. Bon, après, c'est beaucoup de concepts. L'event sourcing, il y a différents frameworks qui existent en Java pour faire de l'event sourcing. Derrière, c'est aussi vraiment juste quelques classes et quelques méthodes. Donc faites attention, pour tous ces patterns, derrière, il n'y a pas forcément besoin d'un framework. Ça ne veut pas dire que le framework ne peut pas être pertinent, mais comment c'est simple. On parle d'application réactive. Donc c'est une application réactive qui réagit à des événements. Derrière, pour faire une application réactive, ben simplement votre langage, Java ici en l'occurrence, ça peut suffire. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres dépendances avec des bibliothèques. On parle à différents middleware. On va quand même avoir des technologies pour éventuellement une base de données. Mais en tout cas, sur ces patterns-là, on n'a pas de framework ou même de bibliothèque de code. Alors avant de conclure, un petit mot sur la partie déploiement. Donc Marie a abordé ça tout à l'heure, on est en continuous delivery. Et tout ce qu'on vous a montré, c'est super facile à déployer pour nous. Alors, si vous êtes un petit peu au fait des microservices, vous avez déjà dû voir ce genre de représentation de monolithes où on a plein de choses qui sont mélangées les unes aux autres. Et puis généralement, on nous dit qu'il faut aller vers ça, où on découpe et tout est scalable vraiment comme il faut. Nous, notre application aujourd'hui, c'est une unité qui va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on a une unité c'est très simple à déployer, c'est vraiment un non-événement. On va utiliser XLDeploy, donc anciennement Deployit. Jenkins, c'est vraiment un non-événement, c'est même nos billets et nos chefs de projet qui poussent les livrables d'environnement en environnement. Et même pour publier en prod, c'est un non-événement. C'est notre PO qui dit OK, go, et c'est parti. L'avantage, c'est que une unité, c'est beaucoup plus simple à déployer, mais on a quand même fait le découpage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la main sur toutes ces petites briques à l'intérieur qu'on vous a présentées. Mais le jour où, par exemple, on n'aura plus la main ou qu'il y a un besoin qui se fera sentir, on pourra séparer et aller vers, par exemple, une architecture microservice. Mais il y a une possibilité quand même, entre le monolithe ingérable et les microservices, il y a la possibilité de faire quelque chose quand même de simple et qui se déploie super facilement. Et donc, en conclusion, vous l'avez compris, on a essayé de faire simple. Attention, je ne dis pas simple, que ça a été facile. Clairement, on a dû se poser beaucoup de questions. Des technologies, pas plus qu'il n'en faut. Après, ce n'est pas toujours évident de savoir est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas. Mais plutôt avoir tendance à ne pas utiliser une technologie, à commencer sans et la mettre après. Donc on a vraiment orienté ça métier, se concentrer sur le métier. La compréhension du code, du coup, elle s'en est ressentie à travers le domain driven, le BDD. Il est facile de comprendre le code. Par contre, il faut du courage. Clairement, faire du BDD, du domain driven, ça demande derrière de vouloir creuser le métier, d'avoir, quand il y a des incompréhensions ou des vocabulaires qui diffèrent, d'aller chercher à fixer la chose. D'un point de vue humain, ce n'est pas forcément simple, mais du coup, c'est quand même payant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, je poserais bien les deux questions classiques de l'event sourcing. En fait, comment est-ce que vous stockez vos events? Avec quel backend? Est-ce que vous faites du snapshotting, par exemple? Et comment est-ce que vous avez adressé la problématique du requêtage de votre backend? Parce que vous stockez tout sous forme d'events. Est-ce que vous avez un système d'indexation derrière et au final, vous faites du CQRS? Ou est-ce que vous n'avez pas besoin de faire du requêtage sur vos events? Alors,
Sur la première problématique de persistance, en fait, on a une sorte de... On a d'autres équipes qui travaillent avec ce même socle technique. Nous, on a choisi pas de persistance. Nos durées de transaction, c'est 2 minutes. Si on a un crash sur 2 minutes, on a perdu une transaction. Le fait d'aller réconcilier une transaction sur l'espace de 2 minutes, où il y a un flux de prix, ça ne nous intéresse pas d'aller persister pour remonter à l'état. Ça ne veut pas dire qu'on a quand même logué tous ces événements. On a quand même les fonctions d'audit. D'autres équipes ont fait le choix d'aller persister ça dans en clé-valeur. Aujourd'hui, on n'a pas une volumétrie qui ferait qu'on a besoin d'aller faire un snapshot, c'est-à-dire qu'en gros, si vous allez avoir tous les événements depuis le début de l'application, si vous voulez remonter l'état courant, il faut rejouer tous les événements. Il est clair que si vous avez des millions d'événements, ça se joue très très rapidement. Hein. On peut les traiter en quelques secondes, des millions d'événements. S'il s'agit de milliards d'événements, peut-être que ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas cette problématique-là, mais on peut très bien créer une snapshot. C'est-à-dire, en gros, créer un événement où on a cristallisé, on a rejoué tous les événements. On crée un événement de snapshot. Du coup, quand on veut remonter l'état, on repart de cet événement de snapshot et on reconstitue l'état en rejouant les autres événements. Donc ça, c'est possible. Après, sur la problématique de CQRS, ça permet évidemment, donc CQRS, c'est en gros la notion de dire ma commande ne me renvoie jamais rien, je modifie un état, par exemple, j'exécute un prix, et puis qu'on va avoir des méthodes qui sont juste pour requêter les données. Cette séparation-là, en fait, on ne requête pas le système. Tout ce qu'on a, c'est des actions qui produisent des effets, de par le métier de l'application. Le seul truc où on est amené à requêter, c'est le monitoring. Et aujourd'hui, par exemple, pour le monitoring et l'orchestration, on va aller relire le même modèle. Au final, si on devait faire un modèle de lecture, il serait quasiment le même. On a choisi de se dire, aujourd'hui, d'utiliser un même modèle, ça ne nous pose pas de problème de scalabilité ou de divergence entre le modèle d'écriture et de lecture. Donc on a un même modèle. Mais demain, si on voulait avoir un autre modèle qui serait plus approprié, on pourrait le faire en rejouant les événements et en recréant un modèle de lecture. Autre question? Plusieurs fois là, dans les presses, vous avez mentionné on a fait fausse route ou on est revenu, etc. C'est pas si fréquent que ça en fait. Souvent on s'embarque dans une appli, etc. Et puis on est parti, on fait le delivery, on se dit la suivante, j'éviterai de faire ça, ça et ça. Vous pouvez nous parler un peu le process dans l'équipe ou à quel moment tu te dis je fais fausse route et comment prendre la décision de dire là je casse, là je refais, quitte à y perdre autant de temps et ainsi de suite quoi. C'est assez intéressant. Vas-y. Alors en fait après ça va dépendre du refactoring qui est impliqué derrière, mais typiquement là où on a vraiment fait fausse route, le plus gros impact c'est sur notre modèle en fait, le modèle entre la GUI et nous, le contrat justement, on l'a fait trop fuiter au niveau du domaine métier. Et donc ce qui s'est produit, c'est que ce modèle-là, il s'est retrouvé un peu partout. Et le problème, c'est que cette GUI cliente, très rapidement, là, dans les projets qui arrivent, en fait, il y allait en avoir d'autres. Donc du coup, pas de chance, ça n'allait pas les mettre les mêmes contrats. Donc il fallait absolument en fait, faire ressortir ce modèle-là et d'avoir vraiment un truc vraiment hermétique. Et donc là forcément pas le choix, donc on l'a fait quoi. Donc du coup c'est pas simple, on a au départ, en fait c'est vraiment très marketing. C'est-à-dire que côté équipe de dev, tout le monde était convaincu de la nécessité de le faire. C'est-à-dire que nous au quotidien, quand on développait avec, on se rendait bien compte que ça allait pas être possible de continuer. Après niveau marketing, il faut réussir à le vendre parce que ce qui est compliqué quand on fait un refacto, surtout ça dure un peu, c'est on délivre pas de valeur métier. Donc ça passe pas bien. Après, si on fait l'effort de bien l'enrober, de bien expliquer que si on ne fait pas maintenant, après de toute façon ça va être trop tard et ça va être vraiment une refonte globale et ça sera encore plus coûteux. Si vous avez la chance d'avoir du coup des managers qui sont un peu à l'écoute, ça peut passer. Et concrètement, ça veut dire quoi? En fait, on a développé de nouveaux produits, on avait un premier produit sur lequel il y avait des choses qui n'allaient pas en termes de tests, enfin les différents problèmes dont on a parlé. Les nouveaux produits, on est parti un peu de from scratch en utilisant les composants qui allaient bien, l'orchestration,
Bon, il y avait des composants qui marchaient bien, et puis on a fait plus cible sur les nouveaux produits, et du coup, on maintenait 2 orchestrateurs avec... et donc, progressivement, on a migré. Le progressivement, c'est quand même 1 an de migration. Donc, ça a un coût. Ça a un coût. Mais, je veux dire, si on ne l'avait pas fait, je veux dire, la vie de l'application, se permettre dans la première année d'avoir une refacto, qu'on développait quand même des fonctionnalités. On peut se permettre, on n'est pas non plus une start-up, quoi. Oui. Sur la partie BDD et le bel hexagone, j'ai pas compris en quoi c'était différent d'une approche SOA peut-être un peu plus ancienne. Oui, Vous pouvez l'hexagone. expliquer la différence? En fait, l'hexagone, c'est une métaphore, hein, ça pourrait être un rond. Oui, on a Peu ça, importe. ça j'ai compris. Si c'est pas l'octogonal, ça faisait la En même fait, c'est chose. pas tant le SOA versus l'hexagone. L'idée, c'est parce qu'on vous pouvez très bien en fait avoir des services à partir du moment où on respecte, c'est vraiment la séparation des principes. Si, mais non, mais dans la vraie vie, enfin souvent, enfin en tout cas l'exemple qu'on a par exemple à la Société Générale, c'est que sur des applis un peu legacy ou quoi, réellement les objets liés à l'AFRA, donc si c'était par exemple du SOA et que c'était du SOAP, donc on va dire l'objet XML qui est dans le WSDL là, qui est généré, il se retrouve propagé au-delà finalement de juste une couche de conversion. Enfin, si l'appli fait déjà a besoin de cette séparation entre domaine et couche technique, bah tant mieux, c'est déjà une architecture hexagonale, c'est parfait. Là, on parle vraiment dans le cas où c'est... Je pense qu'il ne faut pas les contredire l'un. Le SOA, vous pouvez très bien avoir décomposé en différents services, mais dans ces services-là, la partie technique et métier est imbriquée. Donc là, l'idée de l'hexagone, elle s'applique qu'on fasse du SOA ou pas, à savoir mettre le métier au cœur et les couches de technologie d'intégration au bord. C'est du solide. On peut voir ça comme ça, ouais. Du coup, on va s'arrêter parce qu'il y a plus de temps. Merci.